Bon, bah donc on va vous présenter les nouveautés de Castem. Donc, ce seront les nouveautés qui seront disponibles dans la future version Castem, donc celle qui sera disponible en 2021. On essaie de répartir ça en différentes thématiques. Peut-être que ça va se regrouper, mais bon, on a fait du mieux qu'on pouvait. Donc moi, je vais commencer par vous parler des modèles. Qu'est-ce qui a changé au niveau des modèles? Donc tout d'abord, il y a une extension des modèles de fluage pour les modèles de section de poutre à fibre. Donc là, il y a les modèles Norton, Blackburn, Lemaître et Polynomial qui ont été revus et adaptés à ces modèles de section poutre à fibre. Concernant les modèles mécaniques, il y a eu un changement assez important qui a été effectué, c'est que désormais, les températures références et T-alpha références qui sont utilisées pour calculer les déformations d'origine thermique pour un problème mécanique sont désormais des composantes de matériaux et non plus des indices de table qui étaient avant, par exemple, donnés à pas sous les noms température référence et T-alpha référence. Donc là, il faudra bien faire attention à adapter ces jeux de données. Un point sur les modèles de mélange. Donc, alors je ne sais pas s'ils sont très utilisés. Il y a eu des développements qui ont été faits pour en fait les rendre compatibles et utilisables avec la procédure pas à pas. Donc notamment les opérateurs principaux que sont Réseau, B-Sigma. Alors je crois qu'il y a encore des petites choses à faire, mais les développements sont en cours et continuent d'être améliorés. Enfin, opérateur maté, alors je crois que ça date déjà de l'an dernier où la courbe d'écrouissage devait être passée derrière le mot-clé écro et non plus track. Mais alors ce qui a été fait là, c'est qu'on rajoute effectivement des tests pour vérifier que l'utilisateur fournit effectivement une courbe d'écrouissage et non pas une courbe de traction comme c'était le cas précédemment après le mot-clé track. Donc là, c'est juste des tests de vérification, rien de bien méchant. Autre nouveauté, donc c'est cette fois qui concerne les chargements. Donc là, ça a un lien un peu avec ce que vous a présenté Serge au cours de la journée là sur le soudage. Donc le chargement qui permet de décrire spatialement et temporellement un chargement qu'on transmet à pas, a été poussé pour pouvoir prendre en compte des nouveaux noms de chargement dénommés maille, mode, maté et régie. C'est-à-dire que maintenant, il est possible de tirer à un instant donné un maillage, un modèle ou une rigidité pour faire changer le maillage, le modèle, donc par le maillage support, et aussi la rigidité au cours d'un calcul. Donc ça, l'application derrière, c'était surtout le soudage. Et enfin, dernière nouveauté qui concerne les modèles, ça concerne le contact frottement. Alors en soi, il n'y a pas eu, c'est juste une nouvelle syntaxe, c'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir utiliser un modèle de contact frottement, donc on venait imposer des conditions au niveau des grandeurs cinématiques pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas interpénétration. Avant, il y avait besoin de faire par l'utilisateur une première étape qui était la définition de ce maillage de contact via l'opérateur impo mot-clé maille, où l'utilisateur spécifiait via le type de formulation de contact à utiliser, donc symétrique, maître esclave et faible, ainsi que les deux surfaces ou lignes, suivant qu'il était en 2D ou 3D, qu'il souhaitait mettre en contact. Et c'était ensuite ce maillage de contact qui devait être le support du modèle de contact. Maintenant, ce qui a été modifié et fait dans futur Castem 2021, c'est que le modèle, pour définir le modèle de contact, il faut maintenant spécifier directement ces surfaces en contact ou ces lignes en contact. Et on vient directement dans l'opérateur mode spécifier la formulation du contact qu'on souhaite utiliser. Donc ça, ce que ça induit, c'est que la syntaxe impo maille va être à terme débranchée puisqu'elle était uniquement utilisée pour créer ce maillage de contact maille 1 support du modèle de contact. Et enfin, vu qu'on parle de contact, on profite pour ajouter une petite amélioration, pour préciser également l'ajout d'un zonage en 3D pour définir les contacts potentiels à chaque début de pas de temps. Les zones candidates au contact pour le pas de temps courant. Voilà pour ce qui concerne les modèles. Ouais, donc je vais continuer la présentation sur la partie solver. Donc, alors on a rangé ça dans la partie solver, mais en fait ça concerne plusieurs aspects de Castem. Il y a une nouveauté donc sur le calcul des déformations en général. Donc c'est l'opérateur EPSI, mais
Vous allez voir pas que. Donc, on a décidé d'un changement de l'hypothèse par défaut pour le calcul des déformations. Donc, c'est un sujet récurrent. Hein. Donc, ça, si vous avez suivi les évolutions de Castem depuis les 10 dernières années, vous savez qu'il y a eu un changement. On est passé des déformations linéaires par défaut aux déformations quadratiques par défaut. Donc actuellement, enfin dans votre version dans la version 2020 distribuée dans Castem, il y a et même la version du jour encore, il y a dans Opti le moyen de définir le type de déformation qu'on va calculer. Et par défaut, on est en Opti epsi quadratique. C'est-à-dire que quand vous appelez l'opérateur epsi sur un champ de déplacement, il vous calcule les déformations quadratiques ou Green-Lagrange. Bon, bah, cette manière de définir l'option des déformations de manière globale dans Opti va disparaître. Premièrement. Deuxièmement, l'opérateur epsi donc du coup ne va plus utiliser cette option générique puisqu'elle ne sera plus là. Elle va par défaut calculer les déformations de manière linéaire. Donc calculer les déformations linéaires là, donc 1/2 grade de U plus grade transposé de U. Mais vous pourrez toujours choisir de la calculer de manière quadratique en mettant explicitement le mot-clé quadratique ou le mot-clé 2, enfin II en nombre romain. Voilà. Et troisièmement, on va intégrer donc dans pas à pas, on va rajouter un nouvel indice qui sera donc par exemple hypothèse déformation et qui pourra valoir donc linéaire ou quadratique. Et vous pourrez dire dans pas à pas quelle est l'hypothèse pour le calcul des déformations que vous voulez utiliser. Voilà. Et un dernier point, c'est que si vous faites un calcul en grand déplacement, l'hypothèse déformation sera automatiquement mise à quadratique. Voilà, donc ça risque vous allez sûrement avoir quelques changements dans vos jeux de données, comme vous les avez eus quand on est passé de la déformation linéaire à la quadratique par défaut. Mais cette fois, opti et psi quadratique, voilà, ce sera plus un mot clé, ce sera plus quelque chose qui sera utilisable. Ok, donc je continue sur la partie solver. Donc là, vraiment solver. Donc au niveau de la procédure unilatère. Donc elle a été rendue compatible avec le solver itératif que vous utilisez dans Réseau. On mentionne aussi quelques améliorations des performances dans l'élimination des inconnus pour les matrices symétriques ou non. Au niveau de pas à pas, on a ajouté la prise en compte de la rigidité augmentée en non automatique. Donc c'est disponible quand vous activez l'indice stabilité à vrai dans pas à pas. Il y a également la prise en compte, des soucis dans l'opérateur résout qui a été ajouté. Alors la prise en compte des soucis, ça se fait sous forme d'un nouveau mot-clé dans l'opérateur résout qui est le mot-clé souci. Et donc vous pouvez, quand vous appelez l'opérateur résout, mettre le mot-clé souci. Et dans ce cas-là, résout quand il va planter, si votre problème est mal posé ou mal conditionné, cette fois il ne plantera pas en erreur, il va sortir avec un souci. Et vous pourrez tester ce souci, enfin le récupérer, et du coup faire ce qu'il faut pour le gérer. Donc ça peut servir par exemple si vous codez votre procédure qui fait votre solver non linéaire. Donc il y a un petit jeu de données exemple là qui permet de récupérer, d'appeler réseau avec le souci là et de récupérer la valeur de souci. Ça se fait avec l'opérateur souci, ouais. Et donc il vous renvoie un logique et vous pouvez tester ce logique et du coup si par exemple là ça a planté, on peut dire je sais pas refaire un maillage, résoudre ou autre chose quoi. Ok. Sur la partie solver, donc on a donc une nouvelle méthode de pilotage indirect du chargement, donc qui nous a été présentée par Hugo cet après-midi, donc de pass following là, avec donc de nouveaux indices disponibles dans pas à pas, donc pilotage indirect, donc un logique est activé, vrai ou faux pour activer ce pilotage indirect. Vous pouvez donc spécifier vos chargements, enfin vos déplacements pilotés ou forces pilotées. Donc rappelez-vous, il faut mettre les champs par points uniquement ce qu'il appelait les champs chapeaux, c'est-à-dire les champs par points qui indiquent la direction du chargement piloté et pas du tout son amplitude, juste la direction. Et l'indice paramètre de pilotage, donc où là vous donnez l'évolution de votre paramètre de pilotage en fonction du temps. Voilà, ça refait un résumé de ce qu'a présenté Hugo. Et donc sachez qu'il y a une nouvelle procédure PILO-INDI qui est présente dans Castem par défaut, qui
qui elle se charge de calculer ce paramètre de pilotage à chaque pas de temps. Donc il y en a un par défaut qui est basé sur la déformation totale, mais vous pouvez donc surcharger cette procédure et du coup implémenter là-dedans comment on calcule votre propre paramètre de pilotage basé sur autre chose, hein, sur les contraintes, sur j'en sais pas moi, sur l'endommagement s'il y en a, tout ce que vous voulez, quoi. Au niveau de réseau pas à pas, il y a eu une limitation des messages lorsqu'il y avait des not a number dans la résolution. Voilà, c'est des petits trucs cosmétiques. On a également une meilleure détection de la limite mémoire dans le cas d'une résolution directe qui a été ajoutée. Au niveau de l'indice W table, donc de la table de pas à pas, il y a eu un peu de changement. Les indices mot total et mat total ont disparu. Et de nouveaux indices ont été ajoutés. Ce sont les indices modèles et caractéristiques. Donc ça a été fait notamment, je pense par. Et voilà. Et donc on va partager l'écran. Voilà, on est reparti. Donc nouveaux indices dans W table, donc modèle et caractéristiques qui permettent en fait, ces indices peuvent être utilisés si jamais vous voulez faire varier votre modèle ou les paramètres ou les caractéristiques au cours du calcul. Donc c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait de l'ajout de matière ou du soudage, hein, comme a fait Serge. Et du coup, donc vous pouvez utiliser cet indice modèle là, notamment puisqu'il y a une procédure, une nouvelle procédure qui a été ajoutée qui s'appelle pas model, qui est appelée par pas à pas, enfin non, un pas des FA transtant, hein, et qui va justement se charger de mettre à jour tous les indices de W table qui vont bien lorsque votre modèle change. Donc si en fait cette procédure, elle va tester si l'indice W table.modèle change au cours du calcul. Et si cet indice change, c'est-à-dire si vous avez modifié votre modèle au cours du calcul, eh ben, cette procédure va automatiquement impacter le changement de modèle sur les autres indices de W table qui contiennent ces modèles. Voilà, donc ça peut faciliter la mise en données pour ceux qui font du changement de modèle en cours de calcul dans pas à pas. Enfin, donc dans pas à pas, il y a aussi la nouvelle possibilité d'utiliser indépendamment les indices augmentation automatique et rigidité augmentée. Vous pouvez les utiliser séparément ou en même temps. Donc là, c'est détaillé. Si les deux sont donnés, donc la matrice de rigidité augmentée sert également d'augmentation résiduelle s'il n'y a pas besoin d'augmentation automatique. Si vous faites uniquement de l'augmentation automatique, dans ce cas-là, la rigidité augmentée détermine automatiquement. Voilà. Il n'y a pas d'augmentation résiduelle. Et s'il n'y a que la rigidité augmentée qui est utilisée, eh ben, elle est appliquée systématiquement. Alors, je vais enchaîner avec la mécanique de la rupture, hein, c'est ça? Donc, il y a une fonctionnalité en plus dans l'opérateur XFEM, hein, qui est un peu un opérateur de post-traitement quand on a des modèles XFEM, donc en mécanique de rupture. Donc là, c'est la possibilité de recombiner le déplacement sur un shampoing dont les nœuds ne sont pas les nœuds qui ont servi au calcul. Par exemple, si vous voulez tracer la déformée de lèvres de fissure, alors que vous ne les aviez pas dans votre modèle, vous pouvez utiliser cet opérateur. Ensuite, il y a pas mal de travaux qui sont en cours sur GTeta, hein, avec Geoffrey qui est aux manettes. Excuse-moi Benoît, juste, est-ce que si tu pouvais te rapprocher un peu de ton micro, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui t'entendent pas très bien. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Ouais, c'est mieux, merci. D'accord. Donc cette fois, ça concerne. Donc pour GTeta, donc je disais que tu étais en train de réécrire une bonne partie de la procédure en découpant en blocs un peu plus élémentaires. Donc c'est pour ça qu'il y a de la refactorisation qui est en cours dedans. Il y a des nouveaux cathèses qui ont été introduits, notamment pour l'intégrale C étoile, qui est l'équivalent de l'intégrale J, mais pour le fluage. On voit pour différentes modélisations, et également un catheste sur les coques, avec la thermique. Ah, on est parti. En dynamique, il y a, alors là c'est dynamique sur base modale, il y a des nouvelles possibilités de force non linéaire dans l'opérateur DINE, hein, notamment pour calculer une force harmonique avec le déplacement modal. Il y a aussi la prise en compte de surface mobile. Alors je crois que c'est pour des liaisons point plan frottement et point cercle frottement,
pour pouvoir introduire des surfaces de contact qui bougent, type tapis roulant ou un contact entre rotor et stator. Il y a aussi un nouvel opérateur qui a été introduit cette année, qui est l'opérateur DINC, c'est pour dynamique continuation, dont on avait eu une présentation l'année dernière au club par Roberto Alcorta. Et donc là, c'est pour avoir des courbes de réponse dans le domaine fréquentiel, de système non linéaire. Donc il y a des méthodes de continuation, ça ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure sur le pilotage, mais là c'est sur base modale dans le domaine fréquentiel. Voilà. Au niveau multiphysique, là il y a beaucoup de choses, de travaux de Serge qu'on va voir apparaître pour le soudage et la fabrication additive. Donc des nouvelles possibilités dans l'opérateur coord, ça peut servir ailleurs. Par exemple, si vous voulez avoir les coordonnées curvilignes d'un maillage constitué de segments 2, vous pouvez l'avoir maintenant sous la forme d'un champ par point. Vous pouvez aussi interpoler ce champ par point pour obtenir un point à partir d'une abscisse curviligne quelconque. Également, là on en a parlé aussi, c'est le chargement qui maintenant peut être un chargement de type trajectoire. Et ce chargement, vous pourrez l'utiliser dans les modèles de sources de chaleur, donc puisque c'est des modèles de sources qui suivent une trajectoire en fonction du temps. Et donc, je vous invite à regarder les exemples WAM1 et WAM2 ou la présentation de Serge qu'on a eue ce matin. Il y a aussi le K-test soudage 5 et les procédures soudage et WAM dont a parlé Serge ce matin. Il en a parlé mieux que moi, je pense que je ne vais pas passer trop de temps dessus. Au niveau thermique, a aussi été introduit pour les conductions la variable TINI, donc, dont on a parlé tout à l'heure, à renseigner dans l'opérateur maté, et TE pour les modèles de convection, c'est la température extérieure cette fois. Et aussi le mot-clé fusion qui est possible dans les matériaux pour déclarer un changement de phase avec la température de fusion à mettre dans le matériau. Donc je reprends la main. Donc l'usure, c'est disponible depuis maintenant 2 ans dans Castem, donc de pouvoir simuler via pas à pas des calculs d'usure dans laquelle on vient faire évoluer l'interface de contact au cours du calcul. Donc c'est fait sous forme de procédure utilisateur et ces procédures-là évoluent un peu chaque année. Les nouvelles possibilités de cette année, du coup, ce sera donc la possibilité d'utiliser indépendamment la formulation maître-esclave faible et symétrique pour le contact, puisqu'on s'était limité jusqu'à présent, je crois, à la formulation maître-esclave. Le traitement de l'usure bilatérale, c'est-à-dire la possibilité d'user et donc de déplacer les deux côtés des surfaces en contact, enfin des lignes en contact, vu que pour l'instant c'est en 2D. Et enfin, il y a aussi un traitement sur les pas de temps qui a été ajouté et qui est propre à l'usure, dans lequel on vient éventuellement calculer les pas de temps au cours des cycles si besoin. Voilà pour l'usure. Maintenant, point sur la mécanique des fluides. Donc là, j'ai repris ce qui était indiqué dans les fiches d'anomalie, connaissant pas forcément très bien la mécanique des fluides dans Castem. Donc il a été vu qu'il y avait plusieurs anomalies lors d'un couplage implicite de la thermique paroi avec la mécanique des fluides. Donc ces anomalies ont été corrigées et elles concernaient notamment le flux de chaleur qui n'était pas continu à l'interface fluide-structure dans un tel calcul, des erreurs également lorsque le fluide ne contenait pas de vapeur. Et enfin, le flux en paroi qui était calculé différemment selon la présence ou non de vapeur, ce qui menait à des résultats de calcul différents, bien que dans les deux cas, il n'y ait pas forcément de vapeur prise en compte. Donc tout ça, ça a été corrigé. Autre point, la procédure exec-RXT. Donc c'est la procédure un peu principale de calcul, je crois, en mécanique des fluides. Peut-être que j'ai des bêtises, enfin bon. Des nouveaux tests ont été ajoutés pour ne pas tracer le débit de condensation en paroi lorsqu'il n'y a pas de vapeur. Et enfin, pour les calculs avec des brèches, il y a des indices AJ et EJ qui correspondent à l'enthalpie d'injection et l'énergie d'injection qui ont été rajoutés à la table des brèches. Avis aux connaisseurs. Et enfin, l'opérateur CL1 qui permet maintenant de prendre en compte les recombineurs catalytiques. Je crois que ça avait jamais été rendu, enfin c'était pas bien fait. Ouais. Donc voilà. Ouais, ce que je peux juste rajouter sur les recombineurs, c'est que en vue de faire du parallélisme, les conditions limites ont été regroupées dans cette procédure.
Et dans les conditions limites à regrouper, le cas des recombineurs catalytiques a été oublié, ce qui fait que ils étaient mal pris en compte au niveau de la thermique. Voilà. Parfait. Merci pour ces précisions. Et donc maintenant, un point qui concerne le post-traitement. Donc les deux opérateurs que sont track et des, il est désormais possible, via un nouvel objet nommé annotation, d'ajouter des indications sur le tracé. Donc là, il y a un exemple qui a été mis juste en dessous. Là. Donc il est disponible aussi sur le site internet, sur le site Castem, tracano.djb, sous la dénomination sur tracano.djb. Et donc on voit là que on a pu ajouter en plus du tracé de l'écrou et de la vis, que ceci était un écrou, c'était une vis. Donc voilà, c'est un cas-test tout simple, mais ça permet de voir à quoi correspond ce nouvel objet annotation, désormais disponible avec track et des. Ensuite, pour l'opérateur des, donc la taille des légendes a été allongée, ce qui permet d'avoir un peu plus de détails sur ce qu'on trace. Donc c'était 20 et maintenant c'est passé à 72 caractères. Il semblerait qu'il y ait que l'affichage, lorsqu'on souhaitait faire une coupe, était mal positionné et donc du coup ça a été aussi revu. N'utilisant pas l'option, je ne peux pas en dire plus. L'opérateur exploré, donc, qui permet notamment de post-traiter une table issue de pas à pas, ou ici, dans le cas ici, un calcul dynamique. Donc, explorer avec base modale, de nouvelles options ont été ajoutées. Fichier VTK qui permet de sortir les résultats sous forme de fichier pour sortie VTK. Maillage 2 pour un maillage supplémentaire à tracer sur la fenêtre de tracé d'explorer. Et maillage vecteur pour y tracer le vecteur déplacement. Concernant l'opérateur cool, alors c'est pas un nouvel opérateur, mais une nouvelle syntaxe a été rendue disponible, c'est-à-dire qu'au lieu de préciser couleur vert, couleur orange, etc., on vient préciser derrière cool un entier, et en fait à chaque entier correspond une couleur. La correspondance est directement visible dans la notice de l'opérateur cool. Et enfin, une nouvelle procédure dénommée @palette permet de créer une palette de noms de couleurs. Donc là, il y a un exemple qui a été donné. Donc, on détermine une première liste de couleurs d'une certaine longueur, qui est celle, par exemple, de l'évolution qu'on a tracée. Et ensuite, les vols est recréé. Et il a été affecté une couleur à chaque évol. Donc voilà cette nouvelle procédure @palette. Ok, je vais continuer sur les post-traitements, enfin sur les entrées-sorties. Donc il y a eu quelques modifications, modification du test dans lire, avec l'option STL pour lire des maillages STL. Donc avec un test qui détermine s'il s'agit d'un fichier binaire ou ASCII. Voilà, donc ça a été amélioré. Il y a eu quelques changements également au niveau de sort Excel, et l'opérateur aussi evol avec les objets évolution, où maintenant sont gérés quand les noms de composantes font plus de 4 caractères. Voilà, ça devait être tronqué avant, donc ça a été corrigé. Également dans lire sort avec le format MED, donc il y a eu l'implémentation de la librairie MED 4.1.0, donc la même qui est dans la version de Salomé 9.5.0, de suivre les évolutions du format MED. Au niveau de SortMed aussi, il y a eu quelques changements quand vous sortez donc des objets de type champ par point. Désormais, on ne sort plus les composantes LX et FLX, là, donc les multiplicateurs de Lagrange, puisqu'on sait pas trop quoi en faire en fait en post-traitement, donc ça a été retiré. Et également, il y a eu l'ajout on peut sortir aussi d'autres tables que des tables de calcul de pas à pas au format MED, donc que vous pouvez après post-traiter, voilà, dans Salomé par exemple. Enfin, sur lire CSV, donc pour lire des fichiers texte, des fichiers tabulés, vous pouvez désormais faire des lectures, des données sous forme de ligne ou sous forme de colonne. Vous pouvez l'indiquer là-dedans, et vous pouvez aussi, de nouveaux séparateurs décimaux sont disponibles, donc le point ou la virgule. Voilà. Toujours au niveau des entrées-sorties, on a des nouveautés dans l'opérateur chaîne. Vous pouvez du coup créer des chaînes de caractères avec de nouvelles tabulations, enfin de nouvelles
commande pour positionner vos caractères à des endroits particuliers. Donc là, ce sont trois nouvelles, comment dire, balises, enfin caractères spéciaux de la commande qui permettent de positionner une chaîne de caractères à une position précise. Donc, vous avez un exemple ici où il y a une chaîne ABC donc fixe qui est en début de ligne, en début de chaîne de caractères, et puis le mot-clé DEF qu'on positionne à la position 10, donc à gauche de manière absolue, avec le slash, donc c'est à droite de manière absolue, donc en la position du D cette fois, qui est voilà, la chaîne. Et puis vous avez aussi des trucs en position, enfin des options en position relative, donc par rapport à ce qu'il y a dans la chaîne de caractères. Voilà. Également pour l'opérateur erreur, enfin ou plutôt la directive erreur, on peut l'invoquer avec un message, et donc désormais il peut lire un message de plus de 120 caractères. C'était limité à 40 précédemment. Dans l'opérateur remplacer, on peut désormais aussi remplacer un motif dans une chaîne de caractères. Donc, si vous voulez manipuler des objets de type mot, vous avez un peu plus de manœuvre. Ensuite, on va enchaîner sur les points divers. On mentionne la présence de nouveaux K-tests, parce que la base de K-test a été enrichie quelque peu, donc qui s'appelle Super 3 et Super 4.djb, qui sont des exemples d'utilisation des super éléments en thermique. Donc si jamais ça vous intéresse de faire des super éléments thermiques, vous pouvez aller regarder ces jeux de données. Il y a également un nouveau K-test de modélisation de flux de matière induit par un gradient d'énergie mécanique élastique, donc qui s'appelle diffusion sous contrainte 0.1.djb. Voilà, que je vous invite à aller voir dans les exemples. On mentionne aussi la présence de deux nouveaux documents qui peuvent vous intéresser. Donc, d'une part, une formation, un support de formation développeur, donc que nous a concocté Clément Bertignier, donc qui est sur le site Castem depuis quelques temps déjà, mais vous l'avez peut-être pas vu passer, donc on fait un peu de promo. Voilà, donc c'est des supports de formation qui vous expliquent comment développer dans Castem, donc qui vous rappelle que si je me souviens bien, là je le fais de tête, mais quelques bases du Fortran 77, puis ensuite les spécificités de ESOP. Donc comment créer les instructions ESOP pour activer, désactiver les segments, qu'est-ce que c'est qu'un segment, comment construire, et puis ensuite comment un peu sont branchés, comment sont architecturés un peu les subroutines et les fonctions ESOP dans Castem. Puis il y a quelques exemples ensuite d'applications, donc par exemple comment créer un nouvel opérateur, comment brancher une loi de comportement si je me souviens bien, et tout un tas d'autres choses. Donc je vous invite à aller voir. Cette formation sera bientôt, on vise à la rendre, à la faire, c'est-à-dire à la dispenser avec un, comment dire, une personne qui la présente. Donc c'est pas encore totalement prévu, mais c'est en cours. En tout cas, les supports de formation sont déjà là et on vous les a déjà mis à disposition. Je mentionne également la présence d'un nouveau document, un nouveau fichier PDF de la documentation Castem, qui est plutôt un rapport à lire, qui sont des éléments de théorie concernant la mécanique et la statique dans Castem, donc qui a été réalisé par Serge Pascal, et donc qui vous précise qu'est-ce qu'on résout quand on fait de la mécanique quasi-statique dans Castem. Enfin, de manière générale, en fait, et en fait, comment c'est fait dans Castem. Donc, vous avez notamment pas mal de choses sur les différents opérateurs qui sont en jeu là-dedans. Donc, réseau, B sigma, etc., etc. Et surtout, notamment comment on calcule, comment on minimise le résidu dans pas à pas. Vous avez les détails, comment on prend en compte comment on calcule les forces de réaction, les forces extérieures, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Voilà. Je continue sur les divers. Donc, on a eu quelques évolutions aussi dans différents opérateurs génériques. Donc, l'opérateur puissance, étoile qui passe un objet à la puissance. Donc, il a été étendu. On a étendu sa syntaxe à des objets de type un peu différents. Donc, vous pouvez désormais élever un entier à la puissance d'une liste d'entiers, et ça va vous sortir une liste d'entiers. Donc, en fait, ça va vous sortir une liste d'entiers qui sont le même entier à la puissance à différentes puissances, quoi. Tout simplement. Vous avez un flottant puissance un liste entier.
qui va vous sortir donc un listrel sous la même règle, quoi, les différents flottants à différentes puissances entières. Vous avez aussi donc un listrel à la puissance d'un listrel, c'était pas possible avant. Donc je vous ai mis un petit exemple de ce que ça donne dans les cas suivants, parce que ça peut être un peu ambigu. De toute façon, je vous invite à tester les fonctions avant. Hein. Vous pouvez donc élever des listes réelles à des puissances, enfin liste entier, liste réelle, à des puissances liste entier ou liste réelle aussi. En fait. Les 4 combinaisons sont possibles. Également des nouveautés dans l'opérateur prog, donc pour créer des listes de réels. Vous avez un nouveau mot-clé geom qui permet de créer des listes de réels avec des réels qui évoluent suivant une progression géométrique. Donc vous donnez la raison de la suite géométrique et ça va vous construire une évolution de nombre qui augmente de manière géométrique comme ça. Ça peut servir. Enfin, je crois que c'est le dernier point divers. Donc on a eu une uniformisation de la taille des noms de composantes dans les objets champ par point, champ par élément et aussi les listes mots fixés à 8. Ça devait être 4 précédemment. Donc maintenant on peut gérer des composantes, des champs à 8 caractères. Je mentionne aussi l'opérateur pvec qui fait le produit vectoriel qui a été étendu au champ par élément, parce que c'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà, et du coup, c'est désormais le cas, comme l'opérateur un peu voisin, Pesca, qui fait le produit scalaire. Quelques nouveautés sur diff et int, donc qui font les différences symétriques ou les intersections de maillage. Ça a été étendu aussi aux objets modèles. Vous pouvez faire des intersections de modèles ou des différences de modèles. L'opérateur raf aussi, qui permet de raffiner des listes de réels maintenant. Enfin, il permettait déjà de le faire, mais vous pouvez raffiner des listes de réels en donnant une taille d'intervalle cible. Et pas seulement un nombre d'intervalles, un nouveau nombre d'intervalles. Voilà. Il y a aussi les procédures donc point cil et point sphère qui permettent de créer des points avec leurs coordonnées cylindriques ou leurs coordonnées sphériques. Vous pouvez désormais créer des maillages de points en donnant des listes de réels, des listes de coordonnées. Ça va vous créer non pas un point, mais un groupe de points. L'opérateur indi aussi a été évolué. Vous avez de nouveaux indicateurs sur le maillage. Pour les éléments de type triangle et tétraèdre. Donc ce sont les indicateurs donc aspe et skew, donc aspe qui calcule le rapport d'aspect, ou aspect ratio là, et skew donc ce qu'on appelle skewness en anglais, mais ça doit pouvoir se traduire en français par la pointicité. Voilà, ça peut vous donner des indications sur la qualité de votre maillage. Et enfin, je mentionne le nouvel opérateur mix, donc qui est utile pour les modèles de mélange, qui calcule les propriétés physiques homogénéisées d'un mélange de plusieurs phases quand vous utilisez le modèle de mélange. Et je rends la main. Oui, donc il y a encore quelques slides à présenter. Donc sur l'aspect performance des donc mesure de performance, on vous rappelle que vous avez l'opérateur temps qui a été un petit peu modifié cette année, notamment si vous faites il y a plusieurs options, donc l'impression de la somme. Je crois qu'il fait plus la somme des temps elapsed maintenant, il fait le maxi. Performance par réalisation de changer cham. Il y a aussi un peu de préconditionnement dans le passage champ.chamelm qui a été réalisé. Ensuite, il y a plusieurs modifications. Alors pour les utilisateurs, c'est un peu transparent, hein, parallélisation, gestion des threads aussi. Voilà. Les corrections d'anomalies. On va passer assez vite dessus. Bon, c'est important de savoir pour vous si vous aviez quelque chose qui marchait pas. Vous pouvez toujours le signaler d'ailleurs. Hein. Faut pas hésiter à faire remonter les anomalies éventuelles au support. Donc, ce qui a été corrigé principalement cette année, il n'y a pas tout qui est listé là, c'est des erreurs qu'il y avait dans la procédure coller 1 qui permet de coller plusieurs modèles entre eux. La procédure pointire, alors là je pourrais pas vous en dire plus si c'est une loi uniforme. Les opérateurs moins entre deux chamelm, voilà, s'il y avait des composantes qui n'étaient pas présentes dans les deux champs, il y avait des erreurs. La matrice Kent pour rigidité d'entraînement a été corrigée pour les coq8. Correction dans l'opérateur LM également. Dans l'opérateur rest, dans l'opération de changer les inconnus d'une rigidité, la symétrie n'était pas conservée. Elle devait être mise comme symétrique par défaut alors qu'il fallait conserver la symétrie de départ ou la changer si les inconnus, l'ordre change.
React également, qui gère maintenant les objets vides, hein, l'opérateur point. Donc il y avait une fonctionnalité qui était d'écrire la densité d'un point qui était écrit dans Notice qui n'était pas effectif, donc là c'est rendu effectif. Transnom aussi, quelques petites corrections s'il y avait un calcul thermoméca. L'opérateur cercle qui permet de générer des cercles ou des arcs de cercle qui pouvaient avoir dans certains cas une erreur pour l'option rota. Également dans l'opérateur track, hein, le tracé des supports d'une rigidité qui pouvaient ne pas marcher dans certains cas. Explorer aussi, qui a été corrigé pour certaines utilisations, notamment les chargements de type de non-mode et puis les calculs thermomécaniques pour les champs de température. DES, dont le titre n'était pas celui qu'on pouvait attendre, et puis une autre correction qui est un peu plus importante, c'est dans GTETA, le prise en compte de la contribution thermique dans de l'opérateur GTETA qui est désormais mieux calculé qu'avant. Et je pense que c'est tout.